Alors, Alexandra Teanu, merci de nous avoir rejoints. Nous allons parler juridique. C'est un domaine qui est souvent oublié quand on parle de data center. Il est pourtant essentiel, mais de toute façon, dans tous les aspects de la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Vous êtes avocate auprès du cabinet Teanu. Expliquez-nous qui vous êtes et quelle est votre spécialité. Bonjour Yves, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors effectivement, je suis avocate spécialisée en droit du numérique, cybersécurité et data. Je travaille au sein du cabinet TMU Avocat, qui est un cabinet qui dédie depuis 20 ans son savoir-faire aux nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, on accompagne de nombreux clients, éditeurs de logiciels, mais pas que, toute entreprise qui veut basculer dans le numérique, et notamment des data centers, dans toutes les phases d'accompagnement possibles, du conseil au contentieux. Alors, je vous propose, Alexandra, que pour une fois, on ne parle pas de RGPD. Le RGPD, tout le monde en parle, on le met à toutes les sauces. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est à un tel point que n'importe qui en parle. Donc, bon, c'est la réalité de la donnée. Le data center, c'est quand même une autre problématique. Est-ce qu'on peut l'évoquer? Quel est le point juridique sur le data center au-delà de ce RGPD omniprésent? Oui, merci Yves d'orienter la discussion sur autre chose que le RGPD. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à le mettre en avant comme si c'était un peu le seul texte existant dans le monde du juridique, mais on se rend compte que y a bien d'autres textes législatifs, réglementaires qui existent, pas qu'au niveau européen et au niveau français, et qui encadrent en fait l'activité du data center. Il faut pas oublier qu'un data center, tout d'abord, c'est un local qui est là pour héberger des serveurs. Il n'héberge pas forcément ce qu'on appelle des données à caractère personnel, donc il peut héberger des données lambda qui ne sont pas considérées comme personnelles, et du coup il y a toute une législation qui va s'appliquer au data center qui n'a rien à voir au final avec le RGPD. Il y a évidemment tous les codes, le code civil, le code du commerce, etc. Et il va aussi évidemment être régi par les contrats qu'il va passer ce data center avec ses clients et avec ses fournisseurs. Donc, quand on parle de l'environnement juridique du data center, on ne se limite pas du tout au RGPD, mais à une sphère beaucoup plus large qu'il ne faut pas oublier. Alors maintenant, cette sphère très large, on va quand même la restreindre, parce qu'on parle également beaucoup de cloud. Or, on sait que le cloud, c'est l'actualité, certes, mais ce n'est qu'une petite partie du data center, et c'est souvent la partie qui incombe aux clients, mais pas à ceux qui assurent la colocation ou l'hébergement, qui accueillent les serveurs et qui ont des prestations qui n'ont rien à voir avec le cloud. Juridiquement, comment on peut séparer les deux? Alors c'est vrai que les data centers, l'essence même du data center, c'est en fait un contrat de location tout simplement. C'est un contrat de bail, on va louer un espace dédié à un ou plusieurs clients. Il peut y avoir des serveurs qui sont isolés ou des serveurs qui sont partagés, mais c'est vraiment l'essence même du data center, c'est de la location. C'est quelque chose qui est au final très physique. Les services cloud peuvent être proposés par un data center, mais ce n'est pas l'essence même de l'activité du data center. Et lorsque le data center propose le service cloud, c'est évidemment en partie sous la responsabilité du client et c'est souvent en partenariat avec d'autres fournisseurs et d'autres prestataires. Donc ça ne va pas être que le rôle du data center. Donc, ce qui met en avant, évidemment, la fonction de contractualisation, finalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrat. On le voit, on parle souvent des GAFAM, ce sont des experts des contrats. Ils ont 30 pages et puis personne ne les lit et on ne sait pas trop ce qu'on signe. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel, j'imagine, vous intervenez auprès de vos clients. Effectivement, on intervient beaucoup, tant du côté data center que du côté utilisateur, que ce soit entreprise ou particulier. C'est, comme tu dis, souvent des contrats assez longs. Mais on parle des GAFAM, OVH a également un contrat assez étoffé aujourd'hui, et c'est souvent ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. C'est-à-dire que c'est des contrats qu'on ne peut pas négocier, qu'on accepte en l'état. C'est-à-dire qu'ils imposent leurs règles du jeu, et le client l'accepte ou pas. Et dans ces contrats, ce qu'il faut surtout signaler, ce qui est souvent très important dans les offres cloud, ce sont les annexes, qui s'appellent souvent les Service Level Agreements, qui sont les engagements de niveau de service. C'est un document qui peut paraître très technique, mais qui est au final très engageant pour le client et qui limite beaucoup la responsabilité des data centers et des fournisseurs cloud. Et c'est un document très important. Donc, quand tu dis qu'effectivement, il n'y a pas que les lois, aujourd'hui, dans l'environnement des data centers et des services cloud, ce qu'il faut regarder en premier, c'est le contrat. Et les annexes, on l'a bien compris. Et les annexes. Est-ce que c'est négociable, tout ça?
Alors, c'est le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est souvent ce qu'on appelle des contrats d'adhésion, donc c'est des contrats qu'il faut accepter en l'état. Après, souvent pour les très grands comptes, il nous est arrivé d'entrer dans certaines négociations, mais on va dire que la plupart du temps, c'est des contrats qu'on accepte tels quels, c'est pour ça qu'il est important de les lire et de regarder les différentes options qui sont proposées. Et puis de rappeler que ça engage une responsabilité et que la responsabilité ici, c'est généralement le patron. C'est-à-dire que ce ne sont pas ni les clients ni les équipes, c'est le responsable qui s'engage lui-même au niveau de ses contrats. Oui, complètement. C'est le responsable légal de l'entité cliente qui s'engage. Alors, revenons, Alexandra, vous avez cité OVH, merci. OVH a eu un incident qui a fait la une de tous les journaux. Alors, l'objectif, c'est pas de revenir sur cet incident, mais c'est de rappeler tout ce qui s'est passé autour. Et entre autres, on parle de la suppression de services. Et là, c'est une vraie problématique. Alors, le point de vue juridique sur la suppression de services. Alors oui, c'est le problème du cloud aujourd'hui, c'est que les entreprises ont tendance à externaliser une partie de leurs services dans le cloud, c'est-à-dire à perdre la main sur ces services. Et lorsqu'il y a un incendie, par exemple, ou tout incident qui peut affecter un service, on se retrouve avec des suspensions de services et on n'a donc plus accès à certaines données. Ça peut être très préjudiciable pour les entreprises et c'est là qu'il est important de faire intervenir ce dont on parlait tout à l'heure, les fameuses SLA, les engagements de niveau de service. C'est ces engagements-là que vous signez lorsque vous êtes client avec le fournisseur cloud et qui va définir en fait tout le processus, tout ce qui va se passer en cas de suspension de service. Donc, en cas de suspension de service due par exemple à un incident ou un incendie, etc., il faut se référer au contrat et regarder quelle est la procédure qui a été mise en place. En général, il y a une notification préalable qui est fournie par le fournisseur cloud au client. Il y a plusieurs étapes à mettre en place pour se conformer à cet engagement de niveau de service. Une des étapes importantes qui a été franchie par l'Europe assez récemment, c'est de reconnaître la responsabilité de toute la chaîne de production ou la chaîne de traitement de la donnée. J'imagine que dans le data center, c'est la même chose. Quand on a une interruption de service qui peut venir, par exemple, d'un éditeur ou d'un fournisseur, mais que dedans, il y a entre autres les CS Cloud et puis il y a les services de data center, jusqu'où peut aller la responsabilité? Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis et c'est très important parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une chaîne de plus en plus longue de sous-traitants et on a souvent des clients, des éditeurs qui viennent nous voir ou des fournisseurs cloud et qui nous disent on s'engage à des taux de disponibilité ou à des garanties de durée de rétablissement d'un service, mais au final, on n'a pas vraiment la main sur cet engagement-là parce que ça dépend d'un sous-traitant ou d'un sous-sous-traitant. Ce qui est très important de rappeler, c'est lorsque vous êtes fournisseur d'un service, si vous vous engagez à rétablir le service sur une certaine durée, il faut vous assurer que vos sous-traitants, eux, sont capables également d'assurer ce taux d'engagement. Donc, ce qu'on conseille souvent à nos éditeurs ou à nos fournisseurs de services, c'est de s'assurer que tout leur environnement permet de respecter les engagements qui sont dans le contrat. C'est très important. Tout à fait. Alors, merci Alexandra pour tous ces éléments. Je dirais que c'est peut-être un peu une mise en bouche. C'est-à-dire qu'après, on pourra se revoir et puis continuer d'échanger. On va inviter les personnes qui vous regardent et qui vous écoutent peut-être à revenir vers nous, à poser des questions. On pourra également toucher à différents sujets. Peut-être, juste pour conclure, le droit a une particularité, c'est qu'il n'est jamais fini. Il évolue en permanence. Est-ce qu'on peut juste avoir une petite idée de ce qui nous attend dans l'année qui vient ? Alors le droit évolue, et oui c'est vrai, et tant mieux pour nous. Ce qui nous attend, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent, notamment au niveau européen. Il y a des nouvelles certifications cloud qui arrivent aussi au niveau de l'ANSSI, donc beaucoup de bouleversements au niveau cloud. L'État aussi est en train d'y mettre son grain de sel avec la politique qu'on appelle cloud au centre et édicte de nombreuses recommandations à ce sujet. Donc je pense qu'on a une belle année devant nous côté cloud et riche en événements. Tout à fait. Alors, juste pour terminer, l'État parle aujourd'hui du cloud de confiance. Ça vous fait sourire ou ça vous fait peur ? Alors, ça me fait ni sourire ni peur. Pour tout vous dire, ça me fait plutôt plaisir parce qu'on voit que c'est une préoccupation qui arrive au centre des débats. C'est très bien.
c'est très bien d'en parler, c'est très bien de communiquer dessus. Maintenant, il va falloir mettre en place techniquement et en pratique des offres cloud souveraines, françaises ou européennes, pour permettre aux utilisateurs, au final, d'avoir accès à ces offres, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Merci Alexandra, Itealo. Merci.